Imaginez que vous montez à bord d'une machine temporelle. Les cadrans tournent, l'énergie crépite, et vous vous lancez dans le passé. Pas 100 ans en arrière, ni 1000. Non, vous traversez des milliards d'années, plongeant vers une époque où la Terre était méconnaissable. Vous atterrissez à l'Archéen, il y a 3 milliards et demi d'années. Vous ouvrez le sas, et instantanément, tout ce que vous croyez savoir sur notre planète s'effondre. Le ciel au-dessus de vous n'est pas bleu. Il est d'un orange sale, cuivré, presque cauchemardesque. Pas un seul oiseau dans ce firmament étrange, pas un nuage blanc et moelleux. Juste une brume épaisse, chargée de gaz qui vous tuerait en quelques secondes. Devant vous s'étend un océan qui n'a rien à voir avec nos mers d'aujourd'hui. L'eau n'est pas bleue, elle est verte, d'un vert presque fluo, saturé de fer dissous. Cette soupe chimique bouillonne légèrement, sous un soleil plus faible que celui que nous connaissons. La température à la surface grimpe jusqu'à 40 degrés par endroit. Sans votre combinaison pressurisée, vous seriez mort avant même de toucher le sol. L'air que vous essayeriez de respirer vous brûlerait les poumons de l'intérieur. L'atmosphère est un mélange toxique de dioxyde de carbone, de méthane et d'ammoniac. Pas une seule molécule d'oxygène libre. Zéro. Ce gaz que nous respirons sans même y penser, cet élément vital qui alimente chaque cellule de notre corps, n'existe tout simplement pas ici. Et pourtant, vous êtes bien sur Terre. La même planète sur laquelle vous êtes né, sur laquelle vos ancêtres ont vécu, sur laquelle toute la civilisation humaine a émergé. Mais ici, dans l'Archéen, la Terre est une planète toxique, hostile, presque alien. Elle ressemble davantage à Vénus ou à une lune de Jupiter qu'à notre foyer actuel. Cette Terre primitive est un monde de cauchemar pour nous, les humains. Si vous retiriez votre casque, même pendant une fraction de seconde, vous vous effondreriez. Vos poumons chercheraient désespérément de l'oxygène qui n'existe pas. Le gaz carbonique saturerait votre sang. L'ammoniac vous brûlerait de l'intérieur. Vous seriez mort en moins de temps qu'il n'en faut pour prendre une seule inspiration. Mais voici le mystère fascinant, le miracle invisible qui se déroule sous vos yeux. Dans cet océan vert, dans ces eaux chaudes et chargées de fer, quelque chose d'extraordinaire se produit. Des organismes microscopiques, si petits qu'il faudrait un microscope pour les voir, accomplissent le plus grand exploit de terraformation de l'histoire de notre planète. Ces minuscules bactéries, les cyanobactéries, sont en train de transformer lentement, imperceptiblement, cette planète toxique en un monde habitable. Elles travaillent sans relâche, génération après génération, pendant plus d'1 milliard d'années. Elles fabriquent de l'oxygène, molécule par molécule. Elles construisent l'atmosphère que nous respirons aujourd'hui. Elles préparent le terrain pour tout ce qui viendra après, les plantes, les animaux, les forêts, les océans bleus, et finalement, nous. Sans ces bactéries, vous n'existeriez pas. Sans leur travail acharné pendant 1,5 milliard d'années dans les conditions les plus extrêmes imaginables, il n'y aurait pas de vie complexe sur Terre. Pas d'arbres, pas de dinosaures, pas de mammifères, pas d'humains. Juste une planète stérile, perpétuellement orange et verte, figée dans son état primitif. Ces organismes unicellulaires sont les héros méconnus de notre histoire. Ils sont les architectes invisibles de notre monde. Et leur histoire est probablement l'épopée la plus remarquable qui soit jamais arrivée sur notre planète. Avant d'aller plus loin dans ce voyage extraordinaire, prenez une seconde pour soutenir la chaîne. Si vous voulez découvrir d'autres histoires fascinantes sur les mystères de l'univers et de notre planète, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Et surtout, mettez un j'aime sur cette vidéo pour soutenir notre travail. Chaque geste compte et nous aide à continuer à explorer l'inconnu. Merci à vous. Maintenant, replongeons dans cet Archéen fascinant et terrifiant. Commençons par ce ciel orange. Pourquoi cette couleur étrange, si différente du bleu auquel nous sommes habitués? La réponse se trouve dans la composition même de l'atmosphère. Aujourd'hui, notre ciel est bleu parce que les molécules dans l'air dispersent la lumière du soleil. La lumière bleue, avec sa longueur d'onde courte,
rebondit dans toutes les directions. C'est ce qu'on appelle la diffusion de Rayleigh. Voilà pourquoi, quand vous levez les yeux pendant la journée, vous voyez du bleu partout. Mais dans l'Archéen, l'atmosphère n'avait absolument rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Imaginez un cocktail de gaz dont personne ne voudrait. Du dioxyde de carbone, présent en quantité phénoménale, peut-être 100 fois plus concentré qu'aujourd'hui. Du méthane, ce gaz que nous associons aux marécages et aux flatulences, flottait librement dans l'air. De l'ammoniac, ce composé que nous utilisons maintenant pour nettoyer les sols, saturait également l'atmosphère. Ces gaz, combinés avec une absence totale d'oxygène, créaient un mélange dense et lourd. La lumière du soleil, en traversant cette soupe chimique, se comportait différemment. Les longueurs d'onde étaient filtrées, réfractées, modifiées. Si vous vous teniez sur une plage primitive de l'Archéen et que vous regardiez vers le haut, vous ne verriez pas d'étoiles la nuit. La brume et les gaz étaient trop épais. Le jour, le soleil lui-même apparaîtrait comme un disque pâle et diffus à travers cette atmosphère dense. Pas de ciel clair, pas d'horizon net, juste une lueur orangée omniprésente. C'était un monde sans les couleurs que nous connaissons. Pas de bleu, pas de vert végétal sur la terre ferme, juste des tons de gris, de noir, d'orange et de brun. Les seules couleurs vives se trouvaient dans l'océan, et nous y reviendrons. Mais le véritable danger de cette atmosphère n'était pas sa couleur, c'était sa composition mortelle. Le dioxyde de carbone, en concentration aussi élevée, agirait comme un poison pour nous. Si vous en respiriez, même dilué, vous vous sentiriez étourdi, nauséeux. Vos réflexes ralentiraient, votre vision se troublerait. À des concentrations plus élevées, vous perdriez connaissance. Le méthane, bien qu'inoffensif en petite quantité, déplacerait l'oxygène dont vos cellules ont besoin. Vous suffoqueriez, non pas parce que l'air est toxique, mais parce qu'il ne contient rien que vos poumons puissent utiliser. Et l'ammoniac ? Il brûlerait vos tissus pulmonaires au contact. Vos yeux piqueraient instantanément. Votre peau rougirait et se boursouflerait. En quelques secondes, vous seriez en détresse respiratoire aiguë. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est la réalité de l'Archéen. Une réalité brutale, impitoyable. La Terre, à cette époque, n'était pas un paradis en devenir. C'était un enfer chimique, maintenu en équilibre précaire par des processus géologiques et biologiques que nous commençons tout juste à comprendre. Et pourtant, malgré ces conditions extrêmes, la vie existait. Elle prospérait même, à sa façon microscopique. Les premiers organismes ne voyaient pas cette atmosphère comme toxique. Pour eux, c'était simplement leur environnement normal. Ils s'étaient adaptés à ces conditions. Ils utilisaient les gaz disponibles pour survivre. Certains métabolisaient le méthane. D'autres transformaient les composés soufrés. La vie trouvait toujours un moyen, même dans les endroits les plus inhospitaliers. La pression atmosphérique elle-même était probablement différente. Certains scientifiques pensent qu'elle était légèrement plus élevée qu'aujourd'hui, peut-être 1,5 fois notre pression actuelle. Cela signifie que l'air était plus dense, plus lourd. Chaque respiration, si vous étiez capable de respirer, serait comme inhaler un gaz épais, presque palpable. Les sons se propageraient différemment. Les vents auraient une force différente. Tout, absolument tout dans cet environnement aurait été étrange et désorientant pour un visiteur moderne. Imaginez maintenant les rayons ultraviolets. Aujourd'hui, nous avons une couche d'ozone qui nous protège des radiations les plus dangereuses du Soleil. Cette couche, faite d'oxygène triatomique, absorbe les UV nocifs avant qu'ils n'atteignent la surface. Mais dans l'Archéen, il n'y avait pas d'ozone. Il ne pouvait pas exister sans oxygène. Les rayons UV frappaient la surface de la Terre sans aucune barrière. Ils bombardaient l'océan, les roches, tout ce qui était exposé. Ces radiations étaient assez puissantes pour briser les molécules, déclencher des réactions chimiques et même endommager l'ADN de tout organisme qui oserait vivre près de la surface. C'est l'une des raisons pour lesquelles la vie restait principalement sous-marine, protégée par quelques mètres d'eau
qui absorbait une partie de ces UV mortels. Mais cette absence de couche d'ozone avait un effet secondaire intéressant. Les rayons UV, en interagissant avec les gaz atmosphériques, créaient des réactions photochimiques complexes. Le méthane et le dioxyde de carbone, sous l'effet de ces radiations, se combinaient pour former des molécules organiques complexes. Certains scientifiques pensent que ces molécules retombaient ensuite dans l'océan, créant une sorte de soupe primordiale enrichie en composés organiques. Cette chimie atmosphérique, bien que mortelle pour nous, pourrait avoir joué un rôle crucial dans l'émergence et le maintien de la vie primitive. C'était un laboratoire chimique géant, fonctionnant 24 heures sur 24, pendant des millions d'années, créant constamment de nouvelles molécules, de nouvelles possibilités. Et la température ? Là encore, rien à voir avec aujourd'hui. L'effet de serre créé par ces concentrations massives de gaz maintenait la surface de la Terre étonnamment chaude. Sans cet effet, la planète aurait dû être complètement gelée. Nous y reviendrons en détail plus tard, mais retenez ceci. L'atmosphère de l'Archéen était un four chimique. Elle piégeait la chaleur du Soleil de manière incroyablement efficace. Tellement efficace en fait, qu'elle compensait largement la faiblesse du Soleil à cette époque. Les températures moyennes à la surface oscillaient probablement entre 20 et 40 degrés Celsius. Certaines régions étaient plus chaudes, d'autres légèrement plus fraîches. Mais dans l'ensemble, c'était un monde tempéré à chaud. Pas de glace au pôle, pas de neige, juste de l'eau liquide, partout, en abondance. Cette atmosphère dense et toxique était aussi incroyablement dynamique. Les vents soufflaient avec une force que nous aurions du mal à imaginer. Sans continent massif pour les ralentir, sans forêt pour les briser, les systèmes de tempête pouvaient se développer librement. Des cyclones d'une puissance dévastatrice balayaient probablement l'océan primitif. L'air chaud et humide s'élevait, refroidissait, retombait. Les pluies, quand elles tombaient, n'étaient pas comme nos pluies actuelles. C'étaient des déluges de gouttelettes chargées d'acide carbonique, car le CO2 atmosphérique se dissolvait dans l'eau. Ces pluies acides martelaient la surface, érodaient les roches, dissolvaient les minéraux et ramenaient constamment des éléments chimiques vers l'océan. Voilà le monde au-dessus de nos têtes dans l'Archéen. Un ciel orange, une atmosphère toxique, une absence totale d'oxygène, des radiations UV intenses et des tempêtes d'une violence inouïe. C'était le théâtre de l'un des plus grands mystères de l'histoire de la Terre. Comment notre planète est-elle restée chaude malgré un soleil faible ? Parlons maintenant de ce paradoxe fascinant. Vous l'avez peut-être remarqué dans la description que je viens de faire, j'ai mentionné que le Soleil était plus faible à l'époque de l'Archéen. Ce n'était pas une simple formule. C'est un fait scientifique solidement établi. Notre étoile, comme toutes les étoiles de son type, évolue. Elle grandit, elle se réchauffe, elle devient plus brillante au fil du temps. Il y a 3,5 milliards d'années, le Soleil émettait environ 20 à 25% moins d'énergie qu'aujourd'hui. Imaginez, un quart de luminosité en moins. C'est énorme. Pour mettre cela en perspective, si le Soleil perdait 25% de sa puissance aujourd'hui, la Terre se transformerait en une boule de glace en quelques décennies. Les océans gèleraient complètement. Les températures chuteraient à des niveaux incompatibles avec la vie telle que nous la connaissons. Notre planète deviendrait une version jumelle de Mars, froide, stérile, morte. Et pourtant, dans l'Archéen, avec un soleil beaucoup plus faible, la Terre n'était pas gelée. Bien au contraire. Elle était chaude. L'eau coulait librement dans les océans. Les températures étaient probablement similaires, voire légèrement supérieures à celles d'aujourd'hui. Les scientifiques ont trouvé des preuves géologiques indiscutables de cela. Des roches sédimentaires qui ne peuvent se former que sous l'eau liquide. Des fossiles de stromatolites qui poussaient dans des eaux peu profondes et chaudes. Des traces de rivières anciennes. Des signes de précipitation. Tout indique que l'Archéen était un monde d'eau liquide, pas de glace. C'est ce qu'on appelle le paradoxe du jeune soleil faible. Comment expliquer cette contradiction apparente entre un soleil peu lumineux et une terre tempérée ?
Les astrophysiciens ont d'abord pensé que peut-être leur modèle était faux. Peut-être que le Soleil n'était pas aussi faible qu'ils le croyaient. Mais non. Toutes les observations d'étoiles similaires au Soleil, toutes les simulations, tous les calculs confirment la même chose. Les jeunes étoiles comme le Soleil sont moins lumineuses. C'est inévitable. Au fur et à mesure que l'hydrogène fusionne en hélium dans le cœur de l'étoile, la composition change, la densité augmente, la température monte et la luminosité grimpe. C'est un processus lent, étalé sur des milliards d'années, mais il est inévitable et prévisible. Donc le Soleil était bel et bien plus faible, pas de doute là-dessus. Alors quelle est la solution ? Comment la Terre a-t-elle évité de devenir une boule de neige géante ? La réponse se trouve dans l'atmosphère. Rappelez-vous ces gaz dont nous avons parlé, le dioxyde de carbone, le méthane, l'ammoniac. Ces gaz ne sont pas juste toxiques, ils sont aussi des gaz à effet de serre extraordinairement efficaces. Ils agissent comme une couverture thermique autour de la planète. Quand la lumière du Soleil frappe la surface de la Terre, elle se transforme en chaleur. Normalement, cette chaleur rayonnerait vers l'espace et se perdrait. Mais les gaz à effet de serre capturent une partie de cette chaleur et la renvoient vers la surface. Plus il y a de ces gaz, plus la couverture est épaisse, plus la planète reste chaude. C'est exactement ce qui se passait dans l'Archéen. Le dioxyde de carbone était présent en quantité massive. Certaines estimations suggèrent qu'il y en avait peut-être 100 à 1000 fois plus qu'aujourd'hui. D'où venait tout ce CO2 ? Des volcans. L'Archéen était une période d'activité volcanique intense. Le manteau terrestre était plus chaud qu'aujourd'hui. Les panaches de magma remontaient constamment vers la surface. Les volcans crachaient du CO2 en permanence, jour après jour, année après année, pendant des millions d'années. Ce CO2 s'accumulait dans l'atmosphère, créant un effet de serre puissant. Ajoutez à cela le méthane, produit par des bactéries méthanogènes dans l'océan et les sédiments, et vous obtenez un effet de serre encore plus fort. Le méthane est environ 25 fois plus efficace que le CO2 pour piéger la chaleur. Même en petite quantité, il faisait une différence énorme. Grâce à cet effet de serre renforcé, la Terre captait et retenait suffisamment de chaleur pour maintenir des températures au-dessus du point de congélation. Le Soleil était faible, certes, mais l'atmosphère compensait largement. C'était comme si la Terre portait un manteau thermique ultra épais pour se protéger du froid de l'espace. Sans ce manteau de gaz à effet de serre, la vie n'aurait jamais pu émerger. Les océans auraient gelé. Les réactions chimiques nécessaires à la vie se seraient ralenties jusqu'à l'arrêt. Notre planète serait devenue un désert glacé, inhospitalier, mort. Regardons maintenant Mars pour mieux comprendre à quel point la Terre a eu de la chance. Mars se trouve plus loin du Soleil que la Terre. Elle reçoit moins de lumière, moins de chaleur. Dans le passé, il y a environ 4 milliards d'années, Mars avait peut-être une atmosphère épaisse et des océans en surface. Les scientifiques ont trouvé des preuves de rivières anciennes, de deltas, de lits de lacs asséchés. Mars était peut-être habitable. Mais elle a perdu son atmosphère. Pourquoi ? Parce qu'elle est plus petite que la Terre. Sa gravité est plus faible. Au fil du temps, les vents solaires ont arraché son atmosphère morceau par morceau. Sans cette couverture protectrice, Mars s'est refroidi. Son eau a gelé, puis s'est sublimée dans l'espace. Aujourd'hui, Mars est froide, sèche, stérile. C'est un exemple parfait de ce qui arrive quand une planète perd son effet de serre. La Terre, elle, avait un avantage, sa taille. Elle était assez grande pour retenir son atmosphère grâce à sa gravité. Et elle avait un autre atout, son activité volcanique. Les volcans ne cessaient de recracher du CO2, renouvelant constamment l'effet de serre. C'était un équilibre délicat, mais il fonctionnait. Trop peu de CO2, et la planète gèlerait. Trop de CO2, et elle deviendrait un four incontrôlable comme Vénus. Mais la Terre avait trouvé le juste milieu, grâce à un cycle géochimique complexe que nous appelons
le cycle du carbone. Voici comment cela fonctionnait. Le CO2 atmosphérique se dissolvait dans l'eau de pluie, formant de l'acide carbonique. Cette pluie acide tombait sur les roches continentales, les érodait et emportait le carbone dissous vers l'océan. Dans l'océan, le carbone réagissait avec le calcium pour former du carbonate de calcium, qui se déposait au fond de l'eau sous forme de sédiments. Ces sédiments étaient ensuite entraînés dans le manteau par la tectonique des plaques. Dans le manteau chaud, les carbonates se décomposaient, libérant à nouveau du CO2 qui remontait vers la surface par les volcans. Et le cycle recommençait. Ce cycle agissait comme un thermostat planétaire. Si les températures montaient trop, les pluies devenaient plus intenses, l'érosion s'accélérait et plus de CO2 était retiré de l'atmosphère. Si les températures baissaient, l'érosion ralentissait et le CO2 s'accumulait à nouveau. C'était un système de régulation automatique, lent mais efficace. Dans l'Archéen, ce cycle fonctionnait à plein régime. Les volcans étaient hyperactifs, le manteau était chaud. Le CO2 circulait rapidement entre l'atmosphère, l'océan et les roches. Cela maintenait un effet de serre stable, suffisant pour contrer la faiblesse du Soleil. Mais il y avait un autre facteur important, le méthane. Ce gaz était probablement produit en quantité énorme par des bactéries méthanogènes, des micro-organismes qui tiraient leur énergie de réactions chimiques dans les sédiments océaniques. Ces bactéries prenaient du dioxyde de carbone et de l'hydrogène et produisaient du méthane comme déchet métabolique. Ce méthane s'échappait dans l'atmosphère, ajoutant une couche supplémentaire d'effet de serre. Certains chercheurs pensent que le méthane biogénique pourrait avoir contribué à maintenir les températures de l'Archéen dans une fourchette habitable, surtout pendant les périodes où le CO2 était moins abondant. Il y a même une hypothèse fascinante selon laquelle une brume organique flottait dans la haute atmosphère, créée par des réactions photochimiques entre le méthane et le CO2 sous l'effet des UV solaires. Cette brume, similaire à celle qu'on observe aujourd'hui sur Titan, la lune de Saturne, aurait pu avoir un effet ambivalent. D'un côté, elle réfléchissait une partie de la lumière solaire, refroidissant légèrement la surface. De l'autre, elle créait un effet de serre supplémentaire dans la haute atmosphère. L'équilibre entre ces deux effets déterminait le climat global. C'était un système climatique incroyablement complexe, bien plus subtil que ce que nous imaginions il y a quelques décennies. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'Archéen était un monde en équilibre précaire. Un soleil faible, compensé par un effet de serre massif. Une atmosphère toxique pour nous, mais parfaitement adaptée aux formes de vie primitives qui y vivaient. Et partout, de l'eau liquide. Des océans chauds, peu profonds par endroits, plus profonds ailleurs. C'est justement dans ces océans que se déroulait le véritable spectacle. Passons maintenant à l'un des aspects les plus étranges et les plus fascinants de l'Archéen, l'océan vert. Si vous pouviez vous tenir sur une plage primitive de l'Archéen et regarder l'océan, vous seriez saisi par sa couleur étrange. Ce n'était pas le bleu profond et apaisant que nous connaissons. C'était un vert presque fluorescent, presque artificiel. Imaginez la couleur d'une piscine traitée chimiquement, mais en version naturelle et à l'échelle planétaire. Cette teinte bizarre venait du fer dissous dans l'eau. Pas n'importe quel fer, mais du fer ferreux, du fer sous sa forme réduite, soluble dans l'eau. Aujourd'hui, nos océans contiennent très peu de fer dissous. Le fer que nous connaissons rouille au contact de l'oxygène, formant de l'oxyde de fer insoluble qui précipite et tombe au fond de l'eau. Mais dans l'Archéen, il n'y avait pas d'oxygène dans l'eau ou l'atmosphère. Le fer pouvait donc rester dissous, flottant librement dans l'océan en quantité phénoménale. D'où venait tout ce fer ? Des volcans sous-marins principalement. Au fond de l'océan, le long des dorsales océaniques, des fissures crachaient du magma chaud. Ce magma chauffait l'eau environnante, créant des sources hydrothermales. Ces sources libéraient d'énormes quantités de fer dans l'océan. Le fer, une fois dans l'eau, réagissait avec d'autres éléments pour former différents composés. L'un de ces composés était la rouille verte,
un minéral ferreux ferrique qui donnait à l'eau cette teinte caractéristique. Certains chercheurs pensent même que la rouille verte jouait un rôle crucial dans le cycle du fer de l'Archéen, précipitant et transportant le fer depuis la colonne d'eau vers les sédiments du fond marin. Cette rouille verte, en vieillissant, se transformait ensuite en d'autres minéraux ferreux que nous retrouvons aujourd'hui dans les formations de fer rubané, ces strates rocheuses caractéristiques de l'Archéen. Mais la couleur n'était pas la seule chose étrange dans cet océan. Sa composition chimique était radicalement différente de celle de nos mers modernes. C'était une soupe chimique chaude, salée, chargée non seulement de fer, mais aussi de silice, de sulfure, de carbonate et d'une multitude d'autres minéraux dissous. L'eau était probablement plus acide qu'aujourd'hui, à cause du CO2 atmosphérique qui se dissolvait pour former de l'acide carbonique. Le pH de l'océan archéen était probablement plus bas, rendant l'eau plus corrosive. Si vous y trempiez la main, elle piquerait probablement, laissant une sensation de brûlure légère. Mais bon, de toute façon, vous ne pourriez pas survivre assez longtemps pour le ressentir sans votre combinaison. La température de l'eau variait énormément. Dans les régions peu profondes, près des premiers continents émergents, l'eau pouvait atteindre 40 degrés Celsius ou plus. C'était comme un bain chaud géant, mais un bain chaud toxique. Dans les profondeurs océaniques, loin des sources hydrothermales, l'eau était plus fraîche, peut-être autour de 20 à 30 degrés. Mais même là, c'était plus chaud que nos océans profonds actuels. Le manteau terrestre était plus chaud, et cette chaleur se transmettait à l'eau. L'océan entier était tiède, voire chaud. Il n'y avait pas de courant froid, comme ceux qui circulent aujourd'hui depuis les pôles vers l'équateur. Pas de glace pour refroidir l'eau. Juste une immense masse d'eau chaude, en mouvement constant, brassée par les courants et les tempêtes. Et dans cette eau, pas de poissons, pas d'algues géantes, pas de récifs coralliens, pas de dauphins sautant dans les vagues. Rien de tout cela. L'océan archéen était un désert biologique par rapport à aujourd'hui. La vie existait, oui, mais elle était invisible à l'œil nu. Des bactéries, des archées, des micro-organismes flottant dans l'eau ou formant des tapis microbiens sur le fond marin. Ces tapis, appelés stromatolites, étaient parmi les seules structures visibles créées par la vie. Ils ressemblaient à des couches rocheuses ondulées, construites lentement, couche par couche, par des bactéries photosynthétiques qui piégeaient les sédiments. Ces stromatolites poussaient dans les eaux peu profondes, là où la lumière du soleil pouvait pénétrer. Ils formaient des sortes de récifs primitifs, des structures en dôme ou en colonne, s'élevant lentement du fond marin. Mais en dehors de ces stromatolites, l'océan semblait vide. Pas de prédateurs chassant leurs proies, pas de chaîne alimentaire complexe. Juste des bactéries, dérivant au gré des courants, se nourrissant de produits chimiques dissous, se reproduisant par simple division cellulaire. C'était un monde microbien, dominé par des formes de vie si simples qu'elles n'avaient même pas de noyau cellulaire. Des prokaryotes, les premières formes de vie sur Terre. Elles existaient depuis peut-être déjà 1 milliard d'années, quand nous arrivons dans l'Archéen moyen, il y a 3,5 milliards d'années. Elles s'étaient adaptées à cet environnement hostile. Pour elles, cet océan vert, chaud et toxique, c'était le paradis. C'était leur foyer, et elles y prospéraient à leur manière discrète. Les scientifiques ont longtemps débattu de la couleur exacte de l'océan archéen. Certains pensent qu'il aurait pu être d'un vert pâle, presque translucide. D'autres suggèrent un vert plus profond, presque émeraude. Tout dépendait de la concentration de fer et d'autres minéraux dans l'eau. Mais une chose est sûre, ce n'était pas bleu. Le bleu de nos océans modernes vient en grande partie de la diffusion de la lumière par les molécules d'eau et de la présence de phytoplancton. Dans l'Archéen, le phytoplancton n'existait pas encore. Il n'y avait que des cyanobactéries primitives, et elles ne suffisaient pas à teinter l'eau en bleu. Le fer dissous dominait, donnant cette teinte verte caractéristique. Des études récentes, notamment au Japon, ont même suggéré que cette couleur verte de l'océan pourrait avoir influencé l'évolution des cyanobactéries.
Ces bactéries photosynthétiques devaient capturer la lumière solaire pour produire de l'énergie. Dans un océan vert, la lumière verte pénétrait profondément dans l'eau. Les bactéries qui pouvaient absorber efficacement la lumière verte avaient un avantage évolutif. C'est peut-être pour cela que les cyanobactéries ont développé un pigment spécial, appelé phycoérythrobiline, qui absorbe justement la lumière verte. Ce pigment leur permettait de prospérer dans les eaux vertes de l'Archéen, là où d'autres organismes auraient eu du mal à survivre. C'est un exemple fascinant de la façon dont l'environnement façonne l'évolution. Mais l'océan vert n'était pas statique. Il changeait, évoluait, réagissait aux processus géologiques et biologiques en cours. Chaque fois qu'un volcan sous-marin entrait en éruption, il injectait des quantités massives de fer et de chaleur dans l'eau. L'eau autour du volcan devenait trouble, chargée de particules minérales. Puis, lentement, ces particules se déposaient, clarifiant l'eau. Le fer réagissait, précipitait, formait des minéraux. Les bactéries colonisaient ces nouveaux environnements. L'océan était un système dynamique, en perpétuel changement. Et au-dessus de cet océan, sur les rares terres émergées, un autre spectacle se déroulait, le feu de la Terre elle-même. Parlons maintenant de la terre ferme de l'Archéen. Si l'océan était étrange et fascinant, la surface continentale était tout simplement cauchemardesque. Imaginez un paysage lunaire, mais en version terrestre. Des roches noires et grises, sans un brin de végétation. Pas d'arbres, pas d'herbe, pas de mousse, rien. Juste de la roche nue, martelée par les pluies acides et les radiations UV. Et surtout, des volcans. Des volcans partout. L'Archéen était l'âge d'or du volcanisme terrestre. Le manteau était beaucoup plus chaud qu'aujourd'hui, peut-être 150 à 200 degrés de plus. Cette chaleur intense faisait fondre les roches en profondeur, créant d'énormes quantités de magma. Ce magma, plus léger que les roches environnantes, remontait vers la surface. Parfois, il s'accumulait dans des chambres magmatiques sous la croûte, formant d'immenses poches de roches en fusion. Et parfois, il trouvait une fissure, une faiblesse dans la croûte, et explosait à la surface. Les éruptions de l'Archéen n'avaient rien à voir avec ce que nous connaissons aujourd'hui. Nos volcans modernes, même les plus violents, comme le Pinatubo ou le Krakatoa, sont des feux d'artifice, comparés à ce qui se passait alors. Les volcans de l'Archéen crachaient un type de lave spéciale qu'on ne voit presque plus aujourd'hui, la comatite. Cette lave était extraordinairement chaude, atteignant des températures de 1600 degrés Celsius, voire plus. À cette température, la roche coule comme de l'eau. Elle jaillit des fissures volcaniques à grande vitesse, se répand sur des kilomètres et des kilomètres, créant d'immenses plateaux de basalte. En refroidissant, elle formait des roches sombres, presque noires, riches en magnésium. Ces roches, qu'on retrouve encore aujourd'hui dans certaines régions anciennes du monde, sont la signature de l'Archéen. Elles nous disent que le manteau était incroyablement chaud. Pourquoi n'avons-nous plus de comatite aujourd'hui ? Parce que le manteau terrestre s'est refroidi. La Terre perd lentement sa chaleur interne dans l'espace. Au fil des milliards d'années, le manteau est devenu moins chaud, et les laves qu'il produit sont moins chaudes également. Les volcans modernes crachent principalement du basalte, qui est déjà très chaud, mais pas autant que la comatite. C'est comme si la Terre avait tourné le bouton du thermostat vers le bas, passant d'une chaleur extrême à une chaleur simplement élevée. Mais dans l'Archéen, le thermostat était à fond. Les éruptions étaient fréquentes, violentes, et elles transformaient constamment le paysage. Imaginez des coulées de lave s'étendant sur des centaines de kilomètres, recouvrant tout sur leur passage. Des fontaines de lave jaillissant dans le ciel, retombant en pluie incandescente. Des nuages de cendres et de gaz s'élevant dans l'atmosphère, obscurcissant le soleil pendant des jours ou des semaines. Et partout, le grondement sourd des tremblements de terre, car la croûte terrestre elle-même était instable. Parlons de cette croûte. Aujourd'hui, les continents sont épais, stables, ancrés profondément dans le manteau par des racines lithosphériques qui s'enfoncent sur plus de 150 km. Ces continents sont anciens,
Certains datent de l'Archéen justement, et ils sont devenus solides comme le roc au fil du temps. Mais dans l'Archéen, les continents étaient encore en formation. C'étaient des proto-continents, des fragments de croûte flottant sur un manteau chaud et mobile. Ces fragments se déplaçaient, entraient en collision, se séparaient. La tectonique des plaques, si elle existait déjà, fonctionnait différemment. Certains scientifiques pensent même qu'il n'y avait pas de tectonique des plaques comme nous la connaissons, mais plutôt un système de plumes mantéliques montantes et descendantes, créant une croûte en perpétuel mouvement. Ces proto-continents étaient petits, comparés aux continents modernes. Peut-être avaient-ils la taille de Madagascar ou de la Nouvelle-Zélande. Ils émergeaient de l'océan comme des îles, formées par l'accumulation de lave basaltique et de roches volcaniques. Au fil du temps, ces îles grossissaient, s'aggloméraient, formant des masses continentales plus grandes. Mais ce processus prenait des centaines de millions d'années. Et pendant tout ce temps, les volcans continuaient leur travail de construction. La surface de ces continents primitifs était un enfer de feu et de roches. Les fissures volcaniques s'ouvraient sans prévenir, libérant des torrents de lave. Les geysers de vapeur sifflaient, crachant de l'eau surchauffée et des gaz toxiques. Le sol tremblait constamment. Marcher sur un tel terrain aurait été comme marcher sur une croûte de pain encore en cuisson, mince et fragile, prête à céder à tout moment. Sous vos pieds, vous sentiriez la chaleur intense du manteau. Vous verriez des fumerolles s'échappant des fissures, formant des nuages de vapeur sulfureux. L'odeur de soufre serait omniprésente, mélangée à celle de la roche brûlée. Et les impacts ? N'oublions pas que l'Archéen était aussi une période de bombardement météoritique. Des astéroïdes et des comètes frappaient encore régulièrement la Terre, héritage du système solaire primitif, encore encombré de débris. Chaque impact majeur libérait une énergie phénoménale, vaporisant instantanément des kilomètres cubes de roches et d'eau. Les ondes de choc se propageaient sur des milliers de kilomètres, déclenchant des tremblements de terre et des éruptions volcaniques secondaires. Après l'impact, la chaleur résiduelle faisait fondre les roches environnantes, créant d'immenses cratères de roches en fusion qui mettaient des siècles à refroidir. Les impacts les plus massifs pouvaient même vaporiser une partie de l'océan, créant une atmosphère de vapeur d'eau qui enveloppait la planète pendant des années. C'était un monde en construction, violent et impitoyable. Mais malgré cette violence, quelque chose d'extraordinaire se produisait. Ces éruptions, ces coulées de lave, ces impacts, tout cela créait de la nouvelle croûte continentale. Chaque éruption ajoutait une couche de roches. Chaque impact brisait et mélangeait les roches existantes, créant de nouveaux minéraux. Lentement, très lentement, la Terre construisait ses continents. Les fragments de croûte s'épaississaient, devenaient plus stables. Les proto-continents fusionnaient, formant des masses continentales plus grandes. À la fin de l'Archéen, il y a 2,5 milliards d'années, plusieurs petits continents existaient, préfigurant les cratons que nous connaissons aujourd'hui. Ces cratons, comme le bouclier canadien ou le craton du Cap Vale en Afrique du Sud, sont les noyaux stables de nos continents modernes. Ils se sont formés dans l'Archéen, forgés dans le feu et la violence de cette époque primitive. Voilà le monde terrestre de l'Archéen. Un paysage de feu, de roches nues, de volcans crachant sans cesse. Pas de vie visible, pas de couleur, juste du noir, du gris, du rouge incandescent de la lave. C'était l'enfer sur Terre, et pourtant, c'était aussi le berceau de notre planète moderne. Car sans cette violence, sans ces éruptions constantes, les continents ne se seraient jamais formés. Et sans continents, la vie telle que nous la connaissons n'aurait jamais pu émerger de l'océan pour conquérir la terre ferme, des milliards d'années plus tard. Mais revenons maintenant à l'océan. Car c'est là que se déroule le véritable miracle de l'Archéen. C'est là, dans ces eaux vertes et chaudes, que vivaient les vrais héros de cette histoire. Les organismes invisibles qui allaient changer la face de la Terre pour toujours. Parlons des cyanobactéries.
Les cyanobactéries. Si vous ne devez retenir qu'un seul mot de cette vidéo, c'est celui-là. Ces micro-organismes, si petits qu'ils sont invisibles à l'œil nu, sont les architectes de notre monde moderne. Sans elles, vous ne seriez pas là. Sans elles, je ne serais pas là. Sans elles, rien de ce que nous connaissons n'existerait. Les cyanobactéries sont les organismes les plus importants de l'histoire de la Terre. Pas les dinosaures, pas les mammifères, pas les humains. Les cyanobactéries. Ces bactéries unicellulaires, apparues quelque part au début de l'Archéen, ont accompli quelque chose que personne d'autre n'avait fait avant, et que personne n'a refait depuis. Elles ont inventé la photosynthèse oxygénique. Qu'est-ce que la photosynthèse oxygénique ? C'est un processus chimique incroyablement complexe qui transforme la lumière du soleil, le dioxyde de carbone et l'eau en sucre et en oxygène. Décomposons cela. La cyanobactérie capte les photons, ces petites particules de lumière émises par le soleil. Elle utilise cette énergie lumineuse pour casser des molécules d'eau. En cassant l'eau, elle libère des électrons, des protons et de l'oxygène. Les électrons et les protons servent ensuite à transformer le CO2 en glucose, un sucre simple que la bactérie utilise comme source d'énergie. Et l'oxygène ? C'est un déchet, un sous-produit. La cyanobactérie le rejette simplement dans l'eau environnante. Pour elle, l'oxygène n'a aucune utilité. C'est comme nous qui rejetons du CO2 quand nous respirons. Nous ne le voulons pas, alors nous nous en débarrassons. Mais voilà le génie de cette invention. Cet oxygène rejeté, ce déchet métabolique, allait devenir l'élément le plus crucial de l'atmosphère terrestre. L'oxygène permet la respiration aérobie, un processus qui libère énormément d'énergie en oxydant le glucose. C'est grâce à l'oxygène que les organismes complexes, multicellulaires, ont pu évoluer. Les plantes, les animaux, les champignons, tous dépendent de l'oxygène. Et tout cet oxygène, absolument tout, provient à l'origine des cyanobactéries et de leurs descendants, les chloroplastes, dans les plantes. C'est extraordinaire quand on y pense. Chaque inspiration que vous prenez en ce moment, chaque molécule d'oxygène qui entre dans vos poumons, a été produite, directement ou indirectement, par une cyanobactérie ou une plante issue d'une cyanobactérie. Mais revenons à l'Archéen. Quand les cyanobactéries ont commencé à faire de la photosynthèse oxygénique, probablement il y a environ 3 milliards d'années, voire plus tôt, elles étaient seules dans leur coin. L'oxygène qu'elles produisaient ne s'accumulait pas dans l'atmosphère. Pourquoi ? Parce qu'il était immédiatement consommé. L'océan archéen était saturé de fer ferreux, rappelez-vous. Dès que l'oxygène entrait en contact avec ce fer, il réagissait, formant de l'oxyde de fer, de la rouille. Cette rouille précipitait et tombait au fond de l'océan, formant les fameuses formations de fer rubané que nous retrouvons aujourd'hui dans les roches anciennes. Ces formations sont magnifiques, avec leurs couches alternées de rouge et de noir, témoins du combat entre l'oxygène naissant et le fer dissous. Pendant 1 milliard d'années, peut-être plus, les cyanobactéries ont produit de l'oxygène qui était aussitôt capturé par le fer. C'était comme essayer de remplir une piscine avec un trou au fond. L'eau coule, mais la piscine ne se remplit jamais. Pareil pour l'oxygène. Les cyanobactéries le produisaient, mais il disparaissait immédiatement dans les réactions chimiques avec le fer, le soufre et d'autres éléments réducteurs. L'atmosphère restait anoxique. Mais les cyanobactéries continuaient. Elles se multipliaient, formaient des colonies, construisaient des stromatolites dans les eaux peu profondes. Elles s'adaptaient à leur environnement, évoluaient, se diversifiaient. Ces organismes étaient incroyablement résistants. Elles survivaient dans des conditions que nous considérerions comme mortelles. Des températures élevées ? Pas de problème. Des radiations UV intenses ? Elles avaient développé des mécanismes de réparation de l'ADN. Une eau saturée de minéraux toxiques ? Elles s'en accommodaient. Les cyanobactéries étaient, et sont toujours, parmi les formes de vie les plus robustes de la planète. On les retrouve partout aujourd'hui, dans les déserts, dans les lacs hypersalés, dans les sources chaudes, dans les régions polaires,
même dans les roches. Elles sont pratiquement indestructibles. Dans l'Archéen, elles colonisaient tous les environnements aquatiques disponibles. Les eaux côtières peu profondes étaient leur habitat de prédilection. Là, elles recevaient beaucoup de lumière solaire, essentielle pour la photosynthèse. Elles formaient des tapis denses sur le fond marin, piégeant les sédiments et créant des structures en couches appelées stromatolites. Ces stromatolites grandissaient lentement, ajoutant une fine couche de bactéries et de sédiments chaque jour, chaque année. Au fil du temps, elles formaient des colonnes ou des dômes, parfois hauts de plusieurs mètres. Ces structures sont parmi les plus anciennes traces de vie sur Terre. On en a retrouvé en Australie, au Canada, en Afrique du Sud, datant de plus de 3,5 milliards d'années. C'est fascinant de penser que ces roches, ces fossiles pétrifiés, sont en réalité les restes de communautés bactériennes qui vivaient quand la Terre était jeune. Mais les cyanobactéries ne se contentaient pas de survivre, elles prospéraient. Leur capacité à transformer la lumière en énergie leur donnait un avantage énorme sur les autres formes de vie. Elles n'avaient pas besoin de chercher de la nourriture organique, elles la fabriquaient elles-mêmes, à partir de rien d'autre que du CO2, de l'eau et de la lumière. C'était révolutionnaire. Avant elles, tous les organismes dépendaient de l'énergie chimique disponible dans leur environnement, souvent produite par des réactions entre des minéraux et l'eau. Mais cette énergie était limitée. Avec la photosynthèse, les cyanobactéries avaient accès à une source d'énergie presque illimitée, le soleil. Et elles ont profité de cette abondance. Leurs populations ont explosé. Elles se sont répandues dans tous les océans, formant d'immenses tapis microbiens. Certains scientifiques pensent que les eaux peu profondes de l'Archéen étaient recouvertes de ces tapis, créant des paysages sous-marins dominés par les cyanobactéries. Imaginez plonger dans un tel océan. Vous verriez des étendues infinies de tapis verts et bruns, ondulant doucement avec les courants. Pas de poissons nageant au-dessus, pas de crabes marchant en dessous. Juste ces tapis vivants, silencieux, productifs. Et jour après jour, année après année, millénaire après millénaire, ces cyanobactéries produisaient de l'oxygène, inlassablement, sans se préoccuper du fait que cet oxygène était toxique pour la plupart des autres formes de vie de l'époque. Les bactéries anaérobies, qui dominaient l'Archéen, ne pouvaient pas tolérer l'oxygène. Pour elles, c'était un poison violent qui détruisait leurs molécules organiques. Mais les cyanobactéries avaient évolué pour gérer ce problème. Elles avaient développé des enzymes capables de neutraliser les formes réactives de l'oxygène, les empêchant d'endommager leurs cellules. C'était un mécanisme de défense sophistiqué, nécessaire pour survivre à leur propre pollution. Mais pourquoi produire de l'oxygène si c'est toxique ? Les cyanobactéries n'avaient pas le choix. La photosynthèse oxygénique est le moyen le plus efficace de capturer l'énergie solaire. En cassant l'eau pour extraire ses électrons, elle pouvait produire beaucoup plus d'énergie que les autres formes de photosynthèse anoxygénique qui utilisaient des composés soufrés ou du fer. C'était un compromis évolutif. Produire de l'oxygène toxique, mais en contrepartie, gagner un énorme avantage énergétique. Et cet avantage a permis aux cyanobactéries de dominer les écosystèmes de l'Archéen. Pendant plus d'1 milliard d'années, ces bactéries ont travaillé en silence, produisant de l'oxygène qui était capturé par l'océan et les roches. Elles ont oxydé tout le fer disponible dans l'océan, créant les immenses dépôts de fer rubané que nous exploitons aujourd'hui comme minerais. Elles ont oxydé les sulfures, transformant les océans soufrés en océans moins réducteurs. Elles ont lentement, très lentement, préparé le terrain pour la grande transformation qui allait venir, la grande oxydation. Mais ça, c'est pour la suite de notre histoire. Ce qu'il faut retenir de cette partie, c'est que les cyanobactéries étaient les véritables pionnières de l'Archéen. Elles ont inventé une technologie biologique qui allait changer le monde. Elles ont survécu dans des conditions extrêmes, se sont multipliées et ont commencé à produire l'oxygène qui rendrait éventuellement possible l'existence de toute vie complexe, y compris la nôtre. Elles étaient petites, invisibles, souvent ignorées. Mais elles étaient puissantes. Elles étaient patientes. Et elles ont réussi là où tout aurait pu échouer. Elles ont terraformé une planète entière,
molécule par molécule, souffle par souffle, pendant plus d'1 milliard d'années. C'est le plus grand exploit d'ingénierie biologique jamais réalisé. Et tout a commencé dans cet océan vert de l'Archéen, sous ce ciel orange, sur cette terre primitive qui n'avait rien à voir avec le monde que nous connaissons aujourd'hui. Nous voici maintenant au moment le plus crucial de l'histoire de l'Archéen. Après plus d'1 milliard d'années de production incessante d'oxygène, quelque chose d'extraordinaire allait se produire. Les cyanobactéries avaient oxydé tout le fer disponible dans l'océan. Elles avaient transformé les sulfures. Elles avaient épuisé tous les puits chimiques qui capturaient leur oxygène. Et soudain, il n'y avait plus rien pour absorber ce gaz. L'oxygène commença à s'accumuler. D'abord dans l'eau, puis, inévitablement, dans l'atmosphère. C'était le début de la grande oxydation, l'événement le plus transformateur de l'histoire de notre planète. Imaginez la scène. Pendant des millions d'années, l'oxygène produit par les cyanobactéries avait été neutralisé presque instantanément. Mais maintenant, les réservoirs chimiques étaient saturés. Le fer avait précipité, les sulfures avaient été oxydés. L'océan ne pouvait plus absorber autant d'oxygène. Alors cet oxygène commença à buller vers la surface, à s'échapper dans l'atmosphère. Au début, c'était imperceptible, quelques molécules par-ci, par-là. Mais les cyanobactéries ne s'arrêtaient pas. Elles continuaient leur travail, jour après jour, produisant toujours plus d'oxygène. Et cet oxygène s'accumulait. Pour les formes de vie anaérobies qui dominaient encore l'Archéen, c'était une catastrophe. L'oxygène était toxique pour elles. Il réagissait avec leurs molécules organiques, les détruisait, les tuait. Ces bactéries qui avaient prospéré pendant des milliards d'années dans un monde sans oxygène se retrouvaient soudain dans un environnement hostile. C'était comme si on inondait soudainement votre maison avec un gaz corrosif. Vous n'auriez nulle part où aller. C'est exactement ce qui est arrivé à ces organismes. Beaucoup ont disparu. D'autres ont été repoussés vers des environnements refuges, des poches sans oxygène au fond de l'océan, dans les sédiments, dans les zones où l'oxygène ne pouvait pas pénétrer. Mais pour les cyanobactéries et quelques autres organismes qui avaient évolué pour tolérer l'oxygène, c'était une opportunité incroyable. Elles se sont multipliées de façon explosive. Sans la compétition des anaérobies, elles ont colonisé des environnements entiers. Leurs populations ont connu un boom démographique sans précédent. Et plus elles se multipliaient, plus elles produisaient d'oxygène. C'était une boucle de rétroaction positive. Plus d'oxygène signifiait moins de compétition, ce qui signifiait plus de cyanobactéries, ce qui signifiait encore plus d'oxygène. Les scientifiques estiment que cet événement s'est produit il y a environ 2,4 milliards d'années. Peut-être un peu plus tôt, peut-être un peu plus tard. Les dates exactes sont difficiles à déterminer. Mais ce qui est sûr, c'est que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. La grande oxydation a pris des millions d'années. L'oxygène a augmenté progressivement, par paliers. Il y avait probablement des périodes où les niveaux montaient rapidement, suivies de périodes de stagnation, puis de nouvelles montées. C'était un processus chaotique, irrégulier, mais inexorable. Nous pouvons voir les traces de cette transformation dans les roches. Les formations de fer rubané, ces strates rouges et noires caractéristiques de l'Archéen, disparaissent soudainement du registre géologique autour de cette période. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait plus de fer dissous dans l'océan pour précipiter. Tout avait été oxydé. En même temps, nous voyons apparaître de nouveaux types de roches, des grès rouges par exemple, qui indiquent la présence d'oxygène dans l'atmosphère. Le fer dans ces roches a été oxydé par l'air lui-même, formant cette couleur rouille caractéristique. C'est comme si la Terre changeait de palette de couleurs. Et le méthane ? Rappelez-vous, le méthane était l'un des principaux gaz à effet de serre de l'Archéen. Il maintenait la planète chaude malgré un soleil faible. Mais l'oxygène réagit avec le méthane. Il se combine pour former du dioxyde de carbone et de l'eau. À mesure que l'oxygène s'accumulait dans l'atmosphère, il détruisait le méthane. Et sans ce méthane, l'effet de serre diminuait. La température commença à chuter. Les modèles climatiques suggèrent que la Terre a pu perdre 10 à 15 degrés, peut-être plus, en quelques millions d'années seulement.
C'est énorme. Imaginez la planète entière refroidissant rapidement. Ce refroidissement a déclenché quelque chose d'extraordinaire. La première grande glaciation de la Terre. Des calottes glaciaires ont commencé à se former aux pôles. Puis, elles se sont étendues, de plus en plus. Certains scientifiques pensent que la glace a fini par recouvrir la planète entière, créant ce qu'on appelle une Terre boule de neige. Une planète complètement gelée, de l'équateur au pôle. D'autres pensent que la glace n'a couvert qu'une grande partie de la surface, laissant quelques zones équatoriales libres. Quoi qu'il en soit, c'était un changement climatique dramatique, directement causé par l'accumulation d'oxygène. Cette glaciation a duré longtemps, peut-être 100 millions d'années, peut-être plus. Pendant tout ce temps, la vie a survécu tant bien que mal. Les cyanobactéries, résilientes comme toujours, ont persisté dans les poches d'eau libre, peut-être près de sources hydrothermales qui maintenaient l'eau liquide, même sous la glace. Elles ont continué à produire de l'oxygène, lentement, patiemment. Et finalement, les volcans ont fait leur travail. Ils ont continué à cracher du CO2 dans l'atmosphère. Sans la pluie pour le lessiver, ce CO2 s'est accumulé. L'effet de serre a recommencé à fonctionner. La température a remonté. La glace a fondu. La Terre s'est réchauffée à nouveau. C'était un cycle de mort et de renaissance, orchestré par les forces de la vie et de la géologie. Mais la planète qui a émergé de cette glaciation n'était plus la même. L'atmosphère contenait désormais de l'oxygène. Pas beaucoup, peut-être 1% de ce que nous avons aujourd'hui, mais c'était suffisant pour changer les règles du jeu. Les organismes qui pouvaient utiliser cet oxygène pour leur métabolisme avaient un avantage énorme. La respiration aérobie, le processus qui utilise l'oxygène pour brûler le glucose et produire de l'énergie, est incroyablement efficace. Elle produit environ 20 fois plus d'énergie que les métabolismes anaérobies. 20 fois. C'est comme passer d'une petite lampe de poche à un projecteur de stade. Cet avantage énergétique a ouvert la voie à une complexité biologique sans précédent. Les cellules qui pouvaient respirer de l'oxygène avaient l'énergie nécessaire pour faire des choses incroyables. Construire des structures plus complexes, développer des systèmes internes sophistiqués, et finalement, fusionner avec d'autres cellules pour créer des organismes encore plus complexes. C'est probablement à cette époque qu'une bactérie capable de respirer l'oxygène a été englobée par une autre cellule, devenant ce qu'on appelle une mitochondrie. Les mitochondries sont les centrales électriques de nos cellules. Elles produisent l'énergie dont nous avons besoin pour vivre. Et elles descendent directement de ces bactéries anciennes qui ont appris à respirer l'oxygène il y a plus de 2 milliards d'années. Mais n'allons pas trop vite. Nous sommes encore dans l'Archéen, juste après la grande oxydation. La vie est encore simple, encore microscopique. Il faudra encore 1 milliard d'années avant que les premiers organismes multicellulaires n'apparaissent. Et presque 2 milliards d'années avant que la vie ne commence à conquérir la terre ferme. Mais les fondations sont posées. L'oxygène est là. La machinerie cellulaire pour l'utiliser est en place. Le reste n'est qu'une question de temps. Il y a quelque chose de profondément émouvant dans cette histoire. Les cyanobactéries n'avaient aucune idée de ce qu'elles faisaient. Elles ne cherchaient pas à terraformer la planète. Elles ne planifiaient pas l'avenir. Elles faisaient simplement ce pourquoi elles étaient programmées. Capturer la lumière du soleil, produire du sucre, rejeter de l'oxygène. C'était leur métabolisme, leur façon de vivre. Et pourtant, en faisant cela, génération après génération, pendant plus d'1 milliard d'années, elles ont transformé une planète entière. Elles ont créé les conditions nécessaires à l'émergence de toute vie complexe. Elles ont construit l'atmosphère que nous respirons. C'est le pouvoir de la vie. Pas la vie intelligente, pas la vie consciente, juste la vie dans sa forme la plus simple. Des bactéries, des organismes unicellulaires. Et pourtant, elles ont accompli ce que nous, avec toute notre technologie, ne pourrions probablement jamais faire. Transformer une planète toxique en un monde habitable.
Prenons un moment pour vraiment apprécier l'échelle de temps impliquée ici. 1 milliard d'années. Essayez de comprendre cette durée. L'histoire humaine écrite remonte à environ 5000 ans. Les pyramides d'Égypte ont été construites il y a 4500 ans. Les dinosaures se sont éteints il y a 65 millions d'années. Tout cela semble ancien, n'est-ce pas? Mais comparé à 1 milliard d'années, ce n'est rien. Si vous comprimiez l'histoire de l'Archéen en une seule année, toute l'existence des dinosaures tiendrait dans les dernières heures du dernier jour. Et toute l'histoire humaine? Une fraction de seconde avant minuit. Pendant ce milliard d'années, les cyanobactéries ont travaillé, sans relâche, sans pause. Chaque jour, sous chaque lever de soleil, elles captaient la lumière, elles cassaient les molécules d'eau, elles libéraient de l'oxygène. Molécule par molécule, cellule par cellule, colonie par colonie. Les générations se succédaient à une vitesse vertigineuse. Une cyanobactérie se divise peut-être toutes les quelques heures, dans des conditions optimales. Cela signifie des milliards de générations sur 1 milliard d'années. Chaque génération contribuait un tout petit peu à la transformation de l'atmosphère. Et au fil du temps, ces contributions minuscules s'accumulaient, créant un changement monumental. Pensez à l'océan vert de l'Archéen, saturé de fer. Les cyanobactéries ont oxydé tout ce fer. Elles ont transformé des océans entiers de verre en bleu. Elles ont créé d'immenses dépôts de minerais de fer que nous exploitons encore aujourd'hui. Les mines de fer en Australie, au Canada, au Brésil, beaucoup proviennent de ces formations de fer rubané déposées pendant l'Archéen. Ces roches rouges et noires ne sont pas juste des minéraux. Ce sont les restes fossilisés de l'activité biologique. Ce sont les tombstones de milliards de tonnes de fer, oxydés par l'oxygène produit par les cyanobactéries. Quand vous regardez une voiture, un pont, un immeuble en acier, vous regardez en réalité du fer ancien, transformé par des bactéries il y a des milliards d'années. C'est vertigineux. Et les cyanobactéries n'ont pas seulement changé l'océan et l'atmosphère. Elles ont aussi créé quelque chose de tout aussi important, la couche d'ozone. L'ozone est une forme d'oxygène composée de 3 atomes au lieu de 2. Il se forme dans la haute atmosphère quand les rayons ultraviolets du Soleil frappent les molécules d'oxygène ordinaires, les cassant et permettant aux atomes de se recombiner en ozone. Cette couche d'ozone agit comme un bouclier protecteur. Elle absorbe la plupart des rayons UV nocifs avant qu'ils n'atteignent la surface. Sans cette couche, la vie sur terre ferme serait impossible. Les UV détruiraient l'ADN de tout organisme exposé. Dans l'Archéen, il n'y avait pas de couche d'ozone, parce qu'il n'y avait pas d'oxygène. Mais une fois que les cyanobactéries ont commencé à pomper de l'oxygène dans l'atmosphère, l'ozone a commencé à se former. Lentement, au fil de millions d'années, cette couche protectrice s'est épaissie. Et finalement, peut-être il y a 1,5 milliard d'années, elle était suffisamment épaisse pour bloquer une quantité significative d'UV. À partir de ce moment-là, la terre ferme est devenue un endroit potentiellement habitable. Plus tard, beaucoup plus tard, les plantes et les animaux ont pu quitter l'océan et coloniser les continents. Mais sans la couche d'ozone créée par l'oxygène des cyanobactéries, cela n'aurait jamais été possible. Il y a aussi un autre cadeau que les cyanobactéries nous ont fait, le sol. Aujourd'hui, nous tenons la terre sous nos pieds pour acquise. C'est juste là, n'est-ce pas? Mais le sol n'est pas seulement de la roche écrasée. C'est un mélange complexe de minéraux, de matière organique, d'eau, d'air et de milliards d'organismes vivants. Dans l'Archéen, il n'y avait pas de sol. Il y avait juste de la roche nue. Mais les cyanobactéries, même sur terre ferme près des zones humides, ont commencé à coloniser les roches. Elles formaient de fines pellicules sur les surfaces rocheuses. En mourant, elles laissaient derrière elles de la matière organique. Cette matière se mélangeait avec les fragments de roches érodées, créant les premiers sols primitifs. Au fil de millions d'années, ces sols s'enrichissaient, s'épaississaient. Et finalement, ils sont devenus assez riches pour supporter d'autres formes de vie. Les plantes, quand elles sont arrivées beaucoup plus tard,
ont trouvé un sol déjà préparé par des milliards d'années d'activité microbienne. Tout ce processus, tout ce travail de terraformation, s'est déroulé dans des conditions extrêmes. Les cyanobactéries n'avaient pas la vie facile. Elles devaient faire face à des radiations UV intenses. Elles devaient survivre à des températures élevées. Elles devaient composer avec des océans chimiquement agressifs. Elles devaient résister à leur propre pollution, l'oxygène qu'elles produisaient. Et pourtant, elles ont persisté. Elles se sont adaptées. Elles ont évolué. Elles ont trouvé des moyens de protéger leur ADN des radiations. Elles ont développé des enzymes pour neutraliser l'oxygène réactif. Elles ont créé des pigments pour capturer différentes longueurs d'onde de lumière. Elles ont inventé des stratégies de survie que nous découvrons encore aujourd'hui. Et elles l'ont fait sans cerveau, sans système nerveux, sans conscience. Elles étaient simplement des machines biologiques, programmées par leur ADN pour capturer l'énergie et se reproduire. C'est tout. Mais cette programmation simple, répétée des milliards de fois sur des milliards d'années, a suffi pour changer une planète. C'est la puissance de l'évolution. C'est la puissance de la sélection naturelle. Les organismes qui étaient les meilleurs pour capturer la lumière survivaient et se reproduisaient. Leurs descendants héritaient de ces traits. Au fil du temps, les cyanobactéries sont devenues de plus en plus efficaces pour faire ce qu'elles faisaient. Et plus elles étaient efficaces, plus elles produisaient d'oxygène, plus elles transformaient la planète. Il y a une ironie dans tout cela. Les cyanobactéries ont créé les conditions qui ont permis l'émergence des organismes complexes, y compris finalement les humains. Mais ce faisant, elles ont aussi créé un monde dans lequel elles ne sont plus dominantes. Aujourd'hui, les cyanobactéries existent toujours. Elles sont partout dans les océans, dans les lacs, dans le sol. Mais elles sont éclipsées par la vie complexe qu'elles ont rendue possible. Les arbres, les animaux, les humains. Nous dominons maintenant les écosystèmes terrestres. Nous avons bénéficié de leur travail sans même le savoir pendant la majeure partie de l'histoire humaine. C'est seulement récemment, grâce à la science, que nous avons compris le rôle crucial qu'elles ont joué. Et ce rôle ne s'est pas terminé à la fin de l'Archéen. Les cyanobactéries continuent de produire de l'oxygène aujourd'hui. Dans les océans, elles sont responsables d'une grande partie de la photosynthèse mondiale. Un organisme en particulier, Prochlorococcus, est probablement le photosynthétiseur le plus abondant sur Terre. Ces minuscules bactéries, invisibles à l'œil nu, produisent une fraction significative de l'oxygène que nous respirons. Chaque fois que vous prenez une inspiration, il y a une bonne chance que cet oxygène provienne d'une cyanobactérie quelque part dans l'océan. Elles travaillent encore, après des milliards d'années, continuant leur tâche ancestrale de transformer la lumière en vie. Maintenant, faisons un dernier voyage dans le temps. Revenons à notre point de départ, cette plage archéenne avec son ciel orange et son océan vert. Mais cette fois, avançons rapidement dans le temps. Regardons la transformation se dérouler devant nos yeux. L'océan vert se teinte lentement de bleu à mesure que le fer disparaît. Le ciel orange s'éclaircit progressivement, virant au jaune, puis au bleu pâle, à mesure que l'atmosphère change de composition. Les continents nus commencent à verdoyer, d'abord avec de simples pellicules microbiennes, puis avec des mousses, puis avec des plantes primitives, et finalement avec des forêts luxuriantes. Les animaux apparaissent dans l'océan, d'abord sous forme de minuscules vers et d'éponges, puis de poissons, puis de créatures sortant de l'eau pour conquérir la terre. Les dinosaures arrivent, dominent, disparaissent. Les mammifères prennent le relais, et finalement, nous arrivons, les humains. Nous construisons des civilisations, des villes, des technologies. Nous explorons notre planète, puis l'espace. Nous développons la science et découvrons notre propre histoire. Nous réalisons d'où nous venons. Et nous comprenons enfin que tout, absolument tout, dépendait de ces minuscules cyanobactéries qui travaillaient dans l'ombre il y a des milliards d'années. Sans elles, rien de tout cela ne serait arrivé. Pas de forêt, pas d'animaux, pas de civilisation. Juste une planète stérile, figée dans son état primitif.
Mais grâce à elle, la Terre est devenue ce joyau bleu et vert que nous connaissons. Un monde vibrant de vie, un monde où l'oxygène coule librement, où les forêts poussent, où les océans grouillent de créatures. Un monde habitable, un monde vivant, notre monde. L'Archéen nous enseigne quelque chose de profond sur la vie. La vie n'a pas besoin d'être complexe pour être puissante. Elle n'a pas besoin d'être intelligente pour être transformative. Il suffit qu'elle persiste, qu'elle s'adapte, qu'elle continue génération après génération. Avec suffisamment de temps, même les organismes les plus simples peuvent accomplir des miracles. Les cyanobactéries l'ont prouvé. Elles ont pris une planète hostile et l'ont transformée en un paradis. Elles l'ont fait sans plan, sans intention, simplement en suivant leur programmation biologique. C'est le pouvoir brut de l'évolution et de la vie. Et cette leçon a des implications pour nous aujourd'hui. Nous cherchons la vie ailleurs dans l'univers. Nous scrutons les planètes autour d'autres étoiles, à la recherche de signes de biosphère. Nous savons maintenant quoi chercher. De l'oxygène dans l'atmosphère, des océans bleus, des indices de photosynthèse. Ces marqueurs biologiques nous diront s'il y a de la vie sur ces mondes lointains. Et si nous trouvons une planète avec un ciel orange et un océan vert, nous saurons peut-être que nous regardons un monde au milieu de sa propre transformation. Un monde où les bactéries travaillent en ce moment même à créer les conditions pour la vie complexe. Un monde qui pourrait, dans quelques milliards d'années, ressembler à la Terre. L'Archéen nous rappelle aussi notre responsabilité. Nous vivons sur une planète qui a été soigneusement préparée pour nous pendant des milliards d'années. L'oxygène que nous respirons, l'eau que nous buvons, le sol sur lequel nous marchons, tout cela est le résultat de processus biologiques et géologiques qui se sont déroulés sur des échelles de temps incompréhensibles. Nous sommes les bénéficiaires de ce long travail. Et maintenant, pour la première fois dans l'histoire de la Terre, une espèce a le pouvoir de changer radicalement l'atmosphère, les océans, le climat. Nous avons la responsabilité d'être de bons intendants de cette planète, de ne pas défaire en quelques siècles ce que la vie a mis des milliards d'années à construire. Les cyanobactéries nous montrent aussi que le changement, même s'il semble lent, est inévitable. L'Archéen a duré 1,5 milliard d'années. Pendant tout ce temps, la Terre changeait, lentement mais sûrement. Le changement n'était pas toujours visible d'une année à l'autre, ou même d'1 million d'années à l'autre. Mais sur la longue durée, la transformation était complète. Aujourd'hui, nous vivons dans une époque de changement rapide. Le climat change, les écosystèmes changent, la biodiversité change. Certains de ces changements sont naturels, d'autres sont causés par nous. Mais ils arrivent, qu'on le veuille ou non. La question est, comment allons-nous réagir ? Allons-nous nous adapter comme l'ont fait les cyanobactéries ? Allons-nous trouver des moyens de prospérer dans un monde changeant ? Ou allons-nous résister jusqu'à ce qu'il soit trop tard ? L'Archéen nous donne aussi de l'espoir. Même dans les conditions les plus extrêmes, la vie trouve un moyen. Sur une planète toxique, sous un ciel orange, dans un océan vert et chaud, la vie a non seulement survécu, mais elle a prospéré. Elle a transformé l'impossible en possible. Si la vie pouvait faire ça dans l'Archéen, que peut-elle faire maintenant ? Que pouvons-nous faire ? Nous avons des défis à relever. Le changement climatique, la perte de biodiversité, la pollution. Mais nous avons aussi des outils que les cyanobactéries n'avaient pas. Nous avons l'intelligence. Nous avons la technologie. Nous avons la capacité de planifier, de coopérer, de créer. Si nous utilisons ces dons sagement, il n'y a aucune raison de penser que nous ne pouvons pas construire un avenir durable. Voilà l'histoire de l'Archéen. C'est l'histoire de la patience, de la persévérance et du pouvoir transformateur de la vie. C'est l'histoire de comment une planète toxique est devenue notre foyer. C'est notre histoire d'origine, le chapitre oublié de notre passé. Chaque inspiration que nous prenons, chaque battement de notre cœur, chaque pensée dans notre esprit, tout cela est rendu possible par le travail acharné de minuscules bactéries il y a des milliards d'années. Elles sont nos ancêtres les plus lointains, nos créateurs involontaires,
nos terraformeurs silencieux. Quand vous sortez dehors et que vous regardez le ciel bleu, pensez à ce ciel orange de l'Archéen. Quand vous nagez dans l'océan et que vous voyez cette eau bleue claire, pensez à cet océan vert saturé de fer. Quand vous respirez profondément cet air frais et oxygéné, pensez aux cyanobactéries qui ont rendu cela possible. Elles travaillent toujours, quelque part dans l'océan, continuant leur tâche ancestrale. Elles sont les héros méconnus de notre planète, les architectes invisibles de notre monde, les bâtisseurs patients de notre civilisation. Et leur travail n'est pas terminé. La Terre continue d'évoluer, l'atmosphère continue de changer, la vie continue de s'adapter. Dans 1 milliard d'années, notre planète sera très différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Le soleil sera plus chaud, les océans s'évaporeront peut-être, la vie devra trouver de nouveaux moyens de survivre. Ou peut-être que la vie aura quitté la Terre, emportée par des explorateurs vers d'autres mondes. Peut-être que nous, les descendants des cyanobactéries, allons devenir les terraformeurs d'autres planètes. Peut-être que nous prendrons le relais de nos ancêtres microbiens et transformerons Mars, ou Vénus, ou des lunes lointaines, en nouveaux foyers pour la vie. Ce serait une continuation appropriée de l'histoire qui a commencé dans l'Archéen. Mais pour l'instant, nous sommes ici, sur cette Terre belle et vivante, le produit de milliards d'années d'évolution et de transformation. Nous devons nous souvenir d'où nous venons. Nous devons honorer le travail des cyanobactéries qui ont construit ce monde pour nous. Et nous devons faire de notre mieux pour préserver ce cadeau inestimable, cette planète bleue et verte qui est notre seul foyer dans l'immensité de l'univers. Mais avant de conclure, laissez-moi vous raconter une dernière chose fascinante sur l'Archéen. Une chose qui lie directement cette époque ancienne à votre vie quotidienne d'aujourd'hui. Chaque cellule de votre corps contient des mitochondries. Ces petites structures, ressemblant à des haricots, sont responsables de la production d'énergie dans vos cellules. Elles prennent le glucose que vous mangez et l'oxygène que vous respirez et les combinent pour créer de l'énergie sous forme d'ATP. Sans mitochondries, vous ne pourriez pas vivre. Vous ne pourriez même pas penser, car votre cerveau consomme environ 20% de l'énergie totale de votre corps, presque entièrement produite par les mitochondries. Or, ces mitochondries ne sont pas vraiment vous. Elles ont leur propre ADN, distinct de l'ADN de votre noyau cellulaire. Elles se reproduisent indépendamment. Et cet ADN ressemble étrangement à celui des bactéries. Pourquoi ? Parce que les mitochondries étaient autrefois des bactéries libres. Il y a environ 2 milliards d'années, peu de temps après la grande oxydation, une bactérie capable de respirer l'oxygène a été engloutie par une autre cellule plus grande. Normalement, la bactérie aurait été digérée. Mais dans ce cas précis, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. La bactérie a survécu à l'intérieur de la cellule hôte. Plus encore, elle a commencé à vivre en symbiose avec elle. La bactérie fournissait de l'énergie en brûlant l'oxygène. La cellule hôte fournissait protection et nutriments. C'était un arrangement gagnant-gagnant. Au fil du temps, cette association est devenue permanente. La bactérie a perdu certains de ses gènes en transférant d'autres vers le noyau de la cellule hôte. Elle est devenue une partie intégrante de la cellule. Elle est devenue une mitochondrie. Et toutes les cellules complexes que nous voyons aujourd'hui, toutes les plantes, tous les animaux, tous les champignons, tous possèdent des mitochondries. Ces anciennes bactéries vivent encore en nous. Quand vous courez, quand vous pensez, quand votre cœur bat, ce sont vos mitochondries qui fournissent l'énergie. Ce sont les descendants de ces bactéries qui ont appris à respirer l'oxygène produit par les cyanobactéries il y a des milliards d'années. Vous portez en vous l'héritage direct de l'Archéen. Vous êtes littéralement fait de l'histoire de cette époque. Il y a quelque chose de profondément poétique dans cela. Ces minuscules bactéries, flottant dans l'océan vert de l'Archéen, ont non seulement transformé la planète, mais elles sont aussi devenues une partie essentielle de toute vie complexe. Sans elles, nous n'existerions pas. Avec elles, nous sommes devenus possibles. C'est une histoire de coopération à travers le temps, une histoire où des organismes séparés par des milliards d'années sont néanmoins intimement liés.
Les cyanobactéries ont créé l'oxygène. D'autres bactéries ont appris à utiliser cet oxygène. Et ces bactéries sont devenues nos mitochondries. C'est une chaîne causale magnifique, s'étendant depuis l'océan primitif jusqu'à chaque cellule de votre corps. Pensez aussi à la chlorophylle, ce pigment vert qui donne leur couleur aux plantes, qui capte la lumière du soleil et la transforme en énergie chimique. D'où vient-elle ? Des cyanobactéries. Les plantes ne font pas elles-mêmes de la photosynthèse, ce sont leurs chloroplastes qui le font. Et les chloroplastes, tout comme les mitochondries, étaient autrefois des organismes indépendants. Ce sont des cyanobactéries qui ont été englouties par des cellules plus grandes il y a peut-être 1,5 milliard d'années. Elles sont devenues des organites, des parties de la cellule. Mais elles gardent encore leur propre ADN, leur propre machinerie de réplication. Quand vous regardez une forêt, quand vous admirez la verdure des arbres, vous regardez en fait des milliards de descendants des cyanobactéries archéennes. Ces bactéries n'ont pas disparu. Elles vivent encore, transformées, intégrées dans des organismes plus complexes, mais toujours là, toujours en train de faire ce qu'elles ont toujours fait, capter la lumière et produire de l'oxygène. C'est fascinant de réaliser que l'évolution ne part pas toujours de zéro. Elle réutilise, elle recycle, elle incorpore. Les grandes innovations de l'archéen, la photosynthèse oxygénique et la respiration aérobie, n'ont pas été réinventées. Elles ont été préservées, transmises, intégrées dans des formes de vie de plus en plus complexes. C'est comme si l'évolution avait trouvé les meilleures solutions dès le début, puis s'était contentée de les améliorer et de les combiner de nouvelles façons. Les cyanobactéries ont inventé la photosynthèse. D'autres bactéries ont inventé la respiration aérobie. Et puis, en fusionnant, ces bactéries ont créé les cellules eucaryotes, les cellules complexes dont nous sommes tous faits. C'est un exemple parfait de la façon dont la vie construit sur les succès passés. Et il y a encore une chose que je veux mentionner avant de terminer. Une chose qui montre à quel point l'archéen a été crucial pour l'histoire de la Terre. Sans l'oxygène produit par les cyanobactéries, sans la couche d'ozone qui s'est formée grâce à cet oxygène, la vie serait restée confinée dans l'océan pour toujours. Les rayons UV du soleil auraient été trop intenses pour permettre à quoi que ce soit de vivre à la surface terrestre. Mais avec la couche d'ozone en place, la terre ferme est devenue habitable. Les plantes ont pu coloniser les continents. Elles ont créé des sols plus riches, des écosystèmes plus complexes. Les animaux ont suivi, sortant de l'océan pour explorer ce nouveau territoire. Les insectes sont apparus, puis les amphibiens, puis les reptiles, puis les dinosaures, puis les mammifères. Toute cette explosion de vie terrestre n'aurait jamais eu lieu sans l'oxygène et l'ozone créés pendant et après l'archéen. Imaginez un instant une Terre alternative, où les cyanobactéries n'auraient jamais évolué. Une Terre sans photosynthèse oxygénique. Les océans resteraient verts, saturés de fer. L'atmosphère resterait toxique, remplie de méthane et de CO2. La vie existerait probablement encore, sous forme de bactéries anaérobies dans l'océan. Mais elle resterait simple, unicellulaire. Il n'y aurait jamais de plantes, jamais d'animaux, jamais de forêts bruissantes ou d'oiseaux chantants. Il n'y aurait jamais de civilisation. La Terre serait juste une planète de bactéries, figée dans un état primitif pendant des milliards d'années. C'est effrayant de penser à quel point nous sommes passés près de ce scénario. Si les cyanobactéries n'avaient pas évolué, si elles n'avaient pas inventé cette forme particulière de photosynthèse, tout serait différent. Mais elles l'ont fait. Et grâce à elles, nous sommes ici. Nous pouvons regarder en arrière et comprendre notre propre histoire. Nous pouvons apprécier le chemin incroyable que la vie a parcouru depuis ces océans primitifs jusqu'à aujourd'hui. Et nous pouvons nous émerveiller devant la complexité et la beauté de notre monde. Un monde construit sur des milliards d'années d'évolution, de transformation et de persévérance. L'archéen nous rappelle aussi que les plus grands changements prennent du temps. Nous vivons dans une époque d'immédiateté. Nous voulons des résultats instantanés. Nous nous impatientons si une page web met plus de quelques secondes à charger. Mais la nature ne fonctionne pas comme ça.
les transformations profondes, durables, prennent du temps. Les cyanobactéries ont mis 1 milliard d'années à terraformer la Terre. 1 milliard d'années. C'est une leçon d'humilité. Cela nous rappelle que nous devons penser à long terme, que nous devons être patients, que nous devons persévérer, même quand les résultats ne sont pas immédiatement visibles. En même temps, l'Archéen nous montre que même les plus petites actions, répétées suffisamment longtemps, peuvent avoir un impact énorme. Une seule cyanobactérie ne change rien. Elle produit quelques molécules d'oxygène et c'est tout. Mais des milliards de cyanobactéries, travaillant pendant des millions d'années, transforment une planète entière. C'est vrai pour la nature et c'est vrai pour nous aussi. Les actions individuelles peuvent sembler insignifiantes, mais collectivement, répétées dans le temps, elles peuvent changer le monde. C'est un message d'espoir et de responsabilité. Chacun de nous peut contribuer, même modestement, à construire un meilleur avenir. Et parlons un instant de la résilience de la vie. L'Archéen était brutal. Des températures extrêmes, des radiations intenses, des impacts d'astéroïdes, des éruptions volcaniques massives, des glaciations globales. Et pourtant, la vie a survécu à tout cela. Elle s'est adaptée, a évolué, a trouvé des moyens de prospérer même dans les conditions les plus hostiles. Cette résilience est remarquable. Elle suggère que la vie, une fois apparue, est incroyablement difficile à éliminer complètement. Elle s'accroche, elle persiste, elle trouve des niches, elle survit. C'est encourageant quand nous pensons aux défis actuels. Le changement climatique, la pollution, la perte d'habitat, tout cela est sérieux. Mais la vie a survécu à pire. Si nous agissons de manière responsable, si nous protégeons la biodiversité, si nous prenons soin de notre planète, la vie continuera. Peut-être pas sous les mêmes formes qu'aujourd'hui, peut-être pas avec les mêmes espèces, mais la vie elle-même persistera. L'Archéen nous enseigne aussi l'importance de la patience évolutive. L'évolution ne se précipite pas. Elle explore, elle expérimente, elle teste des millions de variations. La plupart échouent. Mais quelques-unes réussissent, et ces succès se propagent. Les cyanobactéries n'ont pas inventé la photosynthèse oxygénique du jour au lendemain. Il a fallu des millions d'années d'évolution, d'essais et d'erreurs, pour perfectionner cette machinerie moléculaire incroyablement complexe. Mais une fois perfectionnée, elle a dominé. C'est un rappel que les grandes innovations prennent du temps à se développer, mais qu'une fois en place, elles peuvent avoir un impact durable. Pensez aussi à la beauté pure de ce récit. L'histoire de l'Archéen est une histoire épique, digne des plus grands mythes. Une planète toxique transformée en paradis par des créatures microscopiques travaillant pendant des éons. C'est poétique, c'est inspirant, et c'est vrai. Ce n'est pas de la fiction, c'est notre histoire réelle. C'est l'histoire de comment nous sommes venus à exister. Chaque souffle que nous prenons est un cadeau des cyanobactéries. Chaque battement de cœur est alimenté par les mitochondries, ces anciennes bactéries devenues partie de nous. Nous sommes les enfants de l'Archéen, les descendants de ces micro-organismes pionniers qui ont osé produire de l'oxygène quand le monde n'en contenait pas. Et maintenant, nous sommes les gardiens de la planète qu'ils ont construite. Nous avons hérité d'un monde magnifique, un monde avec un ciel bleu, des océans bleus, des forêts vertes, une atmosphère respirable. Nous avons la responsabilité de préserver ce cadeau, de ne pas détruire en quelques siècles ce que la vie a mis des milliards d'années à créer. C'est notre défi, notre mission. Et si nous réussissons, si nous trouvons un moyen de vivre en harmonie avec notre planète, alors nous honorerons l'héritage des cyanobactéries. Nous continuerons l'histoire qu'elles ont commencée il y a si longtemps, dans cet océan vert, sous ce ciel orange. Voilà le message final de l'Archéen. La vie est puissante. La vie est résiliente. La vie est patiente. Et la vie, en fin de compte, transforme les mondes. Nous faisons partie de cette histoire. Nous sommes un chapitre récent dans un livre qui a commencé il y a 4 milliards d'années. Et ce livre continue d'être écrit. Chaque jour, chaque génération ajoute sa page.
Que voulons-nous que notre chapitre dise? Voulons-nous être connus comme la génération qui a détruit ce que la vie avait construit? Ou comme celle qui a compris son rôle et a choisi de protéger et de préserver? C'est à nous de décider. Mais en prenant cette décision, souvenons-nous des cyanobactéries. Souvenons-nous de leur travail patient et transformateur. Souvenons-nous qu'elles n'ont jamais abandonné, même face à des défis insurmontables. Elles ont continué, génération après génération, transformant lentement mais sûrement leur monde. Nous pouvons faire de même. Nous pouvons être les terraformeurs de notre propre avenir. Nous pouvons construire un monde durable, équitable, beau. Nous en avons la capacité. Il nous suffit d'avoir la volonté et la patience. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a fait voir notre planète d'une nouvelle façon, prenez un instant pour mettre un j'aime et vous abonner à la chaîne. Partagez cette histoire avec vos amis, avec votre famille. Plus nous comprenons notre passé, mieux nous pouvons construire notre avenir. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage extraordinaire à travers l'Archéen. À bientôt pour de nouvelles aventures dans les mystères de l'univers.